Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, faire vivre la géopolitique comme un véritable feuilleton d'actualité, c'est la mission du Québécois Benjamin Tremblay et de son média 7 jours sur Terre, séquence influenceur à suivre. Et aujourd'hui, celui qui a une idée derrière la tech, c'est bien sûr notre hacker au grand cœur, Gaël Musquet. Hello Gaël. Bonjour. Et aujourd'hui, tu vas réveiller notre conscience écologique. Tout à fait, je parlais d'une pollution un peu insidieuse, la pollution lumineuse. On a des enseignes, nos voitures, nos bureaux qui éclairent le ciel nocturne et qui perturbent malheureusement notre sommeil, les cycles circadiens des batraciens, des animaux, qui en plus nous empêchent de voir les étoiles, consomment beaucoup d'électricité. On va voir comment on va mesurer et combattre cette pollution lumineuse. La tête dans les étoiles avec Gaël, c'est dans un instant. Le stress généré par la crise climatique, par contre, et par l'inaction, perturbe le quotidien des 16-25 ans. La moitié d'entre eux souffriraient d'éco-anxiété, selon une étude de l'ONG Havas. Alors aujourd'hui, on va essayer de voir le verre à moitié plein. On va essayer de montrer comment cette transition environnementale est source de solutions et source de profession et d'orientation scolaire également. Pour en parler avec nous aujourd'hui, Claire Pétro. Claire, vous êtes la fondatrice du média Les Pépites Vertes et c'est vous qui mettez justement en avant ces parcours scolaires, ces orientations et ces nouvelles professions en cours justement de création avec cette transition environnementale. Bonjour à vous. Bonjour. Et puis on sera également ici en plateau avec Maureen Couvreur. Maureen, vous êtes la cofondatrice de Graines de Cosmos et surtout d'un jeu, il s'appelle Gaïo et on verra comment cette petite figurine qui est là avec vous justement nous permet d'entrer dans des histoires, dans des révisions aussi de cours qui nous permettent là aussi de se forger une conscience écologique. Mais d'abord, focus. Et si vous voulez tout comprendre des enjeux diplomatiques, Benjamin Tremblay a forcément la réponse. Ce Québécois nous emmène dans les coulisses de la géopolitique. Édouard Deniau passe 7 jours sur Terre. Et nous avons en fait atteint un point... Grâce à 7 jours sur Terre, vous comprendrez tout à la géopolitique. Benjamin Tremblay est un youtubeur québécois de 25 ans qui vulgarise la politique et l'histoire pour les rendre accessibles de tous. Après avoir commencé sa carrière comme journaliste pour le Huffington Post et continué sur plusieurs radios canadiennes, il commence à réfléchir à un programme qui l'incarnerait. L'idée d'une émission entièrement dédiée à l'actualité internationale lui vient à la radio de l'Université de Laval au Québec en 2016. Et c'est 2 ans plus tard, en 2018, qu'il adapte son émission de radio en programme YouTube. Dans ses vidéos, Benjamin Tremblay traite aussi bien de la nouvelle alliance entre la Russie et la Chine que de l'arrivée du métaverse, mais toujours de façon libre et indépendante. Meta, la compagnie de Mark Zuckerberg, a déjà enregistré plusieurs brevets liés à différentes technologies d'interface neuronale directe. Même chose pour Microsoft et Samsung. On peut donc être pessimiste et dire que la technologie n'est pas prête, que ça n'arrivera pas et que les gens n'en voudraient pas de toute manière. Mais ce serait extrêmement naïf. Ce serait un peu l'équivalent de prétendre durant les années 80 que l'Internet ne décollera jamais puisque les ordinateurs sont trop lents et pas assez puissants. Jamais les gens vont préférer ça à une bibliothèque ou à envoyer une lettre par la poste. On sait aujourd'hui que ce raisonnement est intellectuellement embarrassant. Avec plus de 250 000 abonnés sur YouTube et Facebook et près de 10 millions de visionnages en 2 ans, 7 jours sur Terre s'est progressivement imposé comme l'un des principaux vulgarisateurs de la géopolitique sur Internet. Et comment une discipline devient un média à part entière, Claire Pétro, c'est un peu votre histoire avec les Pépites Vertes puisque vous avez fait de la recherche de solutions dans cette transition environnementale, un véritable média. Exactement. Merci beaucoup pour l'invitation. Juste pour redéfinir une pépite verte, qu'est-ce que c'est ? Ouais. C'est un jeune actif qui travaille dans le secteur de la transition écologique. C'est une communauté qui est très définie. Pourquoi jeune actif ? Parce que ça permet du coup à des lycéens et des étudiants de se projeter dans des carrières qui sont facilement accessibles. Et pourquoi un média ? Parce que justement, ces jeunes que vous citiez en introduction sont éco-anxieux. Ils sont aujourd'hui en train de se former. Ils sont inquiets sur le futur et ils se demandent mais qu'est-ce que je vais faire de mon métier en fait pour accélérer cette transition écologique. Et du coup, la volonté du média, c'était de pouvoir utiliser les usages des audiences qu'on veut adresser. Donc j'ai commencé sur YouTube et puis j'ai continué, j'ai décliné sur Instagram pour parler avec les moyens aux jeunes directement.
Justement, Maureen Couvroy, vous êtes la cofondatrice de Graines de Cosmos et vous êtes venue avec ce petit personnage Gaïo qui fait toute la différence puisque c'est le héros de votre jeu. On y reviendra dans un instant. Mais d'abord, est-ce que vulgariser, c'est la clé du début de l'apprentissage ? Oui, tout à fait. À partir du moment où on vulgarise, on rend accessible. Donc, on permet à des gens qui ne connaissent pas initialement de comprendre et donc de s'intéresser et peut-être plus loin d'aller vers un apprentissage. C'est ce qu'on fait en vulgarisant certaines choses avec Gaïo pour rendre accessible notamment aux enfants. Rendre accessible notamment cette transition environnementale, écologique. On en parle tout de suite. Et justement, rendre cette transition environnementale plus accessible, plus tangible, et il y a des médias pour ça. Ce média, c'est le vôtre, Claire Pétreau, avec les pépites vertes. On le disait, cette idée, elle est née du fait de se dire qu'à un moment, il faut réussir à parler aussi à ceux et celles qui vont faire cette transition sur les réseaux où ils se trouvent. Qu'est-ce qui vous a donné le déclic ? C'était justement ce sentiment d'éco-anxiété à combattre avant tout ? Le déclic, c'était le nombre de messages d'étudiants qui m'écrivaient personnellement sur toutes les plateformes, Instagram, Facebook, LinkedIn, pour me demander « Mais toi, tu travailles dans ce secteur clair de la transition écologique. Moi, ça m'intéresse, mais je n'ai aucune idée de quelles sont les opportunités de métier. Et surtout, je me mets une pression énorme pour avoir un impact le plus grand possible. Donc, est-ce que je dois aller dans un grand groupe pour transformer les industries de l'intérieur ? Est-ce que je dois créer ma start-up disruptive dans l'économie circulaire ? Est-ce que je dois travailler dans le public ? Est-ce que je dois aller dans une grande ONG, dans une petite asso ? Bref, une espèce de questionnement existentiel. Et moi, je me suis retrouvée face à ces jeunes. Je me suis dit, j'ai deux options. Soit je deviens conseillère d'orientation le soir après mon boulot, soit je lance un média et je donne la parole à des jeunes qui sont aujourd'hui dans ces postes-là pour montrer que c'est possible et qu'il y a 1001 options qui existent aujourd'hui quand on veut construire une carrière engagée. Quand on dit jeunes, ils ont exactement quel âge ces professionnels au masculin et au féminin de la transition écologique ? Alors, il faut savoir que les gens qui travaillent en général dans ce secteur de la transition écologique et qui accélèrent la transition écologique n'ont pas d'âge, et heureusement. Le sujet, c'est que moi, je donne la parole à des jeunes actifs. Donc, un jeune actif, j'ai regardé junior, qu'est-ce que c'est ? C'est à peu près 4 ans après la sortie des études. Comme ça, le jeune qui est en fin de formation, il se dit, sous les 3-4 ans, ça peut être mon métier. Et donc, il y a une vraie volonté de créer de la proximité entre les rôles modèles à qui on donne la parole et ceux qui consomment nos contenus. Et l'idée aussi de pouvoir mettre en avant un annuaire des professions, des rôles modèles de cette révolution verte, c'est important pour faire la preuve par l'exemple que oui, ça existe, on peut aller créer ces professions de la transition environnementale. Complètement. L'objectif, c'est d'être super concret sur à quoi ça ressemble un métier engagé. Et on relate du coup depuis 1 an, on met en lumière depuis plus d'1 an, plus de 100 métiers de la transition écologique, donc 100 pépites vertes. On en a récolté les témoignages de 250 jeunes et il faut savoir qu'on a mis en lumière aussi bien des métiers qui sont de la transition écologique. Donc je peux prendre l'exemple de Mathieu qui travaille dans une start-up qui s'appelle Circulaire où il connecte les grands groupes et les innovations de l'économie circulaire. Donc lui, son métier, c'est sûr, c'est dédié à la transition écologique. Mais je suis aussi allée dans des grands groupes questionner des jeunes qui sont sur les sujets de transformation RSE. Donc j'ai été voir Nina qui lutte contre le gaspillage alimentaire dans un grand groupe agroalimentaire pour montrer qu'il n'y a pas juste les métiers de la transition, il y a un ensemble de métiers en transformation. Et le dernier, un petit peu plus anecdotique, j'ai aussi été donner la parole à un boulanger qui était boulanger normal entre guillemets et puis qui un jour s'est dit en fait ma boulangerie elle sera bio, 0 déchet et il a transformé toute sa manière de faire métier. Et à chaque fois j'explique à tout le monde que il n'y a pas un job de la transition écologique puisque tous les métiers ont vocation demain à implémenter cet impact environnemental dans leur manière de faire métier. Oui, ça devient finalement une boussole de ces professions, qu'elles soient nouvelles, qu'elles soient en cours de création ou qu'elles existent déjà. Une boussole aussi pour un écosystème à fédérer peut-être. Oui, complètement. Et surtout des ponts à créer entre les différents acteurs. Il faut savoir qu'assis aux médias, on a créé une communauté. Un club qui réunit pour la première édition 70 jeunes salariés de la transition écologique. Et dans notre club, il va y avoir aussi bien Marion qui travaille chez Volvo que Quentin qui travaille à l'ADEME. Et on essaye du coup de désiloter chacun des métiers, chacune des industries pour faire comprendre que la transition écologique, l'enjeu principal, c'est la transversalité et c'est d'adresser de manière systémique en faisant des partenariats privés, publics, ONG, etc. Et nous, on essaye de le faire à notre échelle de jeunes salariés
salariés. Gaëlle, quand tu entends les propositions de Claire et des Pépites Vertes, quand tu vois ces rôles modèles qui peuvent être mis en lumière sur le devant de la scène, tu te dis que c'est une chance, notamment pour les collégiens, les lycéens avec lesquels tu travailles sur ta base à Vernon, notamment pour là aussi les aider à se dire qu'on peut voir le verre à moitié plein en matière de transition environnementale? Oui, on est sur un site en plus à Vernon qui se prête à un site avec de la forêt, des espaces verts, etc. Donc ça se prête beaucoup à cette transmission en fait, des savoirs et de voir comment les sciences et les techniques peuvent aider à mieux gérer ces ressources, peuvent aider aussi à mieux comprendre quels sont les enjeux pour ces enfants et apprendre aussi à maîtriser un certain nombre de matières qui deviennent pour eux concrètes puisqu'ils perçoivent au moment de leur passage sur ce site à quoi vont servir en fait ces études qu'ils sont en train de faire dans les équations qu'ils vont devoir résoudre plus tard dans la transition écologique et évidemment tous ces enjeux climatiques qui nous attendent. Et en matière de transmission de matière, on a un parfait exemple avec vous, Maureen Couvreur, puisque avec Graines de Cosmos, ça c'est le nom de l'entreprise, vous avez édité un jeu, il s'appelle Gaïo. Vous avez même été distingué par le prix de l'innovation 2020 du magazine Science et Vie. Gaïo, c'est donc ce personnage qui nous emmène dans des aventures extraordinaires quand on est un enfant. Ça s'adresse à des enfants de quel âge d'abord, ce jeu ludo-éducatif? C'est destiné aux enfants du primaire et du collège. Après, j'élargirai en disant, vous avez dit que ça emmenait quand on était un enfant dans des aventures extraordinaires. Les adultes sont très friands des petites histoires de Gaïo également, qu'ils écoutent avec leurs enfants. Donc on a un partage des informations et puis après, ils discutent sur les petites anecdotes qu'ils ont pu entendre dans Gaïo. Et donc, ça permet aussi de refaire le lien et l'échange entre les parents qui cuisinent ou font... Voilà, et l'enfant qui regarde, qui joue et qui s'instruit avec le jeu. Alors qu'on soit enfant, collégien ou parent, Gaïo nous aide à explorer quelle matière exactement? Alors avec Gaïo, on est principalement sur la géographie et l'histoire. Du coup, on va parcourir qu'est-ce qu'un continent, découvrir les grands monuments du monde. On va pouvoir, et chose intéressante, c'est voir la Pangée, revenir à l'époque de la Pangée, il y a 300 millions d'années, et voir vraiment les continents qui vont bouger. Donc de la Pangée jusqu'à aujourd'hui, et pouvoir vraiment visualiser et tourner du coup autour de la figurine, et bien voir le grand océan à cette époque-là. Donc ça a un effet vraiment marquant chez les enfants qui se souviennent bien, qui s'appelaient ils sont vraiment imprégnés de l'apprentissage qu'on leur propose. Et si on tourne autour de la figurine, c'est parce que Gaïo nous aide à pouvoir animer un monde et des programmes en réalité augmentée. Concrètement, ça fonctionne comment ? Alors, c'est très simple. Grâce à la petite figurine, on va la positionner... Elle est magique, en fait. Il faut vous le dire. On va la positionner devant la caméra d'un téléphone ou d'une tablette. Et en fait, dès qu'on la pose, il y a tout un monde en réalité augmentée qui vient s'ajuster à la figurine, qui s'ouvre. C'est la clé de ce monde-là, du monde de Gaïo. Et donc, en l'utilisant, on va pouvoir donc la manipuler et voir l'ensemble du monde de Gaïo via l'écran de la tablette ou du téléphone. Et là, alors, on part à la découverte suivant les enfants, ce qui les intéresse aussi. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, on a à la fois un support qui est une tablette ou un smartphone que tout parent ou enfant de plus de 13 ans a aujourd'hui. Et en même temps, on a cette idée de semi-immersion avec la réalité augmentée, s'immerger justement dans ces matières, dans l'histoire, dans la géographie, dans la constitution et la dérive des continents avec la Pangée. C'est important justement l'immersion pour pouvoir mieux se rendre compte des perspectives de l'autre et donc mieux s'approprier cette transition environnementale ? Alors oui, l'immersion, à partir du moment... je repartirai sur le fait que lorsqu'un enfant, on s'intéresse plus particulièrement aux enfants, un enfant va découvrir et comprendre son monde avec l'ensemble des sens qui lui sont donnés. On en a 5, principalement. On va avoir la vue et l'ouïe qui vont être premièrement sollicités. Mais un enfant, tout le monde sait qu'on dit il met à la bouche. Après, il touche à tout. On a du mal à emmener les enfants dans les boutiques parce qu'ils touchent à tout. Je dirais, moi, j'ai du mal à emmener mon mari aussi parce qu'il touche à tout. Et... Ça va lui faire très plaisir. Il n'est pas là, c'est bon. et parce qu'on appréhende. Il y a préemption. On appréhende le monde aussi avec le toucher. Donc c'est très important de conserver le toucher. Et c'est vrai que
En écologie, moi je suis de formation, je suis enseignante-chercheuse en écologie, en écophysiologie végétale, et j'ai pu emmener des élèves en forêt, et ils ne touchent plus. Ils sont soit sur le téléphone, mais ils ne touchent plus. Et pour moi, c'est très important de réintégrer cette notion de toucher. C'est-à-dire, allez-y, mettez les mains dans la terre, regardez l'écorce, quelle texture elle peut avoir. Voilà, ça, c'était très important. Le multisensoriel qui est donc au centre de cette expérience. Alors, j'allais dire, on touche presque aussi, mais du doigt, un peu par la pensée. Cette fois-ci, les professions, avec l'air pétro, avec les pépites vertes. Mais ça, c'est important, cette idée de s'immerger dans l'univers des autres pour mieux comprendre quels sont les tenants et les aboutissants d'une profession, d'un parcours aussi à aborder. C'était vraiment cette idée-là. En fait, Claire, vous êtes un peu notre Gaillot dans le monde de la transition écologique et de ce métier. Oui, et je pense quand on s'immerge comme ça, on développe une compétence qui est indispensable à toute pépite verte, c'est l'adaptabilité et surtout l'empathie, qui sont quand même des compétences à développer quand on rentre sur le marché du travail et qu'on a besoin de penser des projets comme ça systémiques. Moi, j'ai joué la carte de l'influenceuse en immersion. Et c'est vrai que c'est ça qui fait que ça rend l'histoire, quand on regarde la petite vidéo, assez sympa. Je prends le train, je descends à Nice, je vais voir, je demande comment est-ce qu'il fait ma pépite interviewée pour vendre ses produits locaux. Je vais chez les boulangers, dans les boulangeries, on installe un studio, etc. Et effectivement, c'est une posture de curiosité qui, je pense, est intéressante pour nos audiences, de se dire « Ok, elle est sur le terrain et ça ressemble à ça ». Et ça, en fait, moi, je l'ai cultivé parce que j'ai tout simplement fait énormément de stages. Et c'est les messages que j'aimerais passer aux gens qui cherchent un peu leur orientation, c'est multiplier les expériences sur le terrain. Et moi, dès que j'avais 2 mois de dispo, je trouvais un stage. Et même si c'était pas rémunéré, je trouvais toujours l'opportunité d'aller au plus près des professionnels pour savoir si ça me plaisait et si ça me plaisait pas. Donc, c'est un peu la continuité logique que d'aller en immersion chez les professionnels. Ah, absolument. Gaëlle, là aussi, l'immersion combinée à la curiosité, c'est ça la clé pour construire justement ce monde des possibles écologiques et environnementaux. Complètement. On est en plus dans une période difficile où les stages ont beaucoup été annulés pour beaucoup de collégiens. J'ai mis un point d'honneur, j'en ai reçu 28 cette année, tous volontaires. Il faut voir comment ces enfants sont curieux. Alors, je suis très fatiguée à la fin de la journée parce qu'ils posent beaucoup de questions, sans filtre, ça part dans tous les sens. Mais on sent en fait ce besoin encore plus dans les périodes de crise comme celle que l'on vit en ce moment, de ces enfants de se projeter, de rêver. C'est un des plus puissants moteurs pour moi, en tout cas, de les projeter, de les aider à reprendre pied. Parfois, certains qui ont des difficultés scolaires dans les études, c'est de rendre concret. Encore une fois, on l'a répété, que ce soit concret, palpable. C'est très important pour moi de leur transmettre à la fois ma passion, mais aussi de les faire rêver. C'est un des meilleurs moteurs que l'on ait aujourd'hui pour les aider à se projeter dans ces nouveaux métiers. Oui, la transition environnementale, ce sont en effet des métiers, des orientations scolaires, des matières à réviser et aussi des stages à pouvoir effectuer pour toucher du doigt la façon dont on peut faire partie justement des solutions. On continue à en parler dans un instant, mais d'abord, on fait un tour du côté de la planète tech. Des images, des vidéos qui nous font rire, qui nous amusent et parfois qui nous interrogent, rassemblées par Cheryl, Jessica et Sangé. There you go. It's beeping. So now technically your device is on. Can you tell? You said you hear it.
The sun blazed so brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the thunder and the sur le plateau de l'école du futur, toujours avec Claire Pétreau, la fondatrice du média Les Pépites Vertes, et Maureen Couvreur, cofondatrice de Graines de Cosmos. Dans un instant, on continue à parler de la façon dont on peut amener des solutions en matière de transition environnementale et surtout des professions et des orientations scolaires. Mais d'abord, je crois que Gaël Musquet a une idée derrière la tech. Et Gaël, aujourd'hui, tu nous aides justement à pouvoir mieux accompagner cette conscience écologique, la développer, parce que il y a aussi une pollution insidieuse en la matière. Ça s'appelle la pollution lumineuse. D'abord, ça va être les enseignes, les lampadaires, les voitures, les bureaux qui éclairent le ciel nocturne, oui, mais qui du coup perturbent l'observation des étoiles, les animaux aussi, la faune et la flore. Et puis surtout, ça nous empêche un petit peu de dormir, ça gaspille du temps de sommeil et de l'électricité en plus. Comment est-ce qu'on en mesure exactement les conséquences? Alors, je vais faire un tout petit retour en arrière sur l'origine en fait de cette pollution. Le roi Louis XIV, en 1667, décrète à Paris Orbis Securitas et Nitor, qui veut dire en fait la sécurité de la ville et la clarté. Ce qu'il voulait, c'était lutter contre l'insécurité la nuit, les agressions, et donc il commence à engager ce qu'on appelle des lanterniers qui vont allumer des chandelles pour éclairer les intersections et les moitiés des avenues. On va voir ensuite naître les becs à gaz qui vont éclairer avec des usines à gaz ces avenues, ces grandes artères parisiennes. Ces becs à gaz vont être ensuite remplacés par des ampoules qu'on a encore aujourd'hui. Avec la fée électricité, on a modernisé ces ampoules jusqu'à les remplacer par du néon, des ampoules à vapeur de mercure, vapeur de sodium. Maintenant des LED, mais toute cette modernité qui nous donne une sensation de sécurité, c'est pas toujours vrai malheureusement, mais s'accompagne d'une forme de pollution. Les premiers à s'en être émus, ce sont les astronomes d'Observatoire de Paris dès le 18e, 19e siècle, et qui en même temps ont montré un peu aussi avec ces dérèglements que l'on a commencé à apercevoir sur les papillons qui tournaient autour de ces points lumineux. Puis on a vu des oiseaux tourner autour des phares qui éclairaient de manière encore plus puissante grâce à ces nouvelles technologies. Et tout ça a des conséquences sur les cycles de ces animaux, le cycle de reproduction. C'est même beaucoup de la disparition des abeilles. Les insectes, même s'ils ne sont pas beaux, ceux de la nuit, on ne les trouve pas beaux, ils ont aussi un rôle dans l'équilibre de cette nature. Il faut imaginer qu'aujourd'hui, en plus de la consommation électrique induite, ce sont des milliards d'euros qui sont dépensés tous les ans pour l'éclairage public. On a plus de 83% de la population mondiale qui vit aujourd'hui sous un ciel pollué. Et cette pollution, aujourd'hui, croît 2 fois plus vite que la population mondiale. Il faut faire du insecte positif, en fait. Tous les insectes peuvent être beaux, je vous assure, pour de vrai. Et donc, en fait, ce qu'on va utiliser comme outil pour combattre ça, on va essayer de mesurer. Donc, après 355 années de mauvaises habitudes, il faut bien donc, arriver à combattre ça. Donc, les nouvelles lois qui sont arrivées, c'est très récent. Ça date du début des années 2000. On a des associations comme l'ANPCEN, l'Association nationale de protection du ciel nocturne, qui, depuis 20 ans, se bat pour la reconnaissance de cette pollution. L'IDA, donc l'International Dark Sky Association, qui milite pour évidemment qu'on retrouve ce ciel nocturne. Ils ont même créé la Dark Sky Week, qui cette année va se tenir du 22 au 30 avril, qui va permettre de mettre en exergue des conférences, des ateliers, des séances
d'observation du ciel nocturne. Mais il y a quand même un paradoxe, Gaël, parce que tu nous parles d'une pollution lumineuse. Par définition, elle est peu perceptible à l'œil nu. Il y a d'autres types de pollution qui sont plus simples, finalement, à combattre, parce qu'elles sont beaucoup plus visibles. Alors, on fait comment en la matière? Alors, c'est vrai que cette pollution est vraiment insidieuse et on a trouvé une petite méthode. C'est John Bortle qui a créé l'échelle de Bortle, qui va de 1 à 9. 1 étant le désert, en pleine mer, éloigné vraiment de toute pollution, presque même de la civilisation. 9 étant les villes, malheureusement, les plus éclairées. Paris en fait partie. Et pour donner un exemple, Vernon, où j'habite, qui se situe à peu près à 70 km de Paris, on est déjà à l'échelle 5. Et si on compare avec les photos que j'ai ramenées, le ciel de Vernon, le ciel d'Arcancy à 15 km de Vernon et le ciel de Verneuil à 100 km, on voit déjà à l'œil nu les différences, les gradients en fait, de pollution de gauche à droite, ce ciel très pollué vers un ciel beaucoup moins pollué. Verneuil, à droite, c'est le ciel le moins pollué de Normandie et en France hexagonale. On a des ciels de niveau 2 à Pigerolles, dans la Creuse, à Bazole, dans la Nièvre. Ce sont les communes qui ne sont pas très connues, mais qui font partie des communes avec le meilleur ciel. On a des personnes qui luttent aujourd'hui, qui vont faire un peu de yamakasi pour aller éteindre les lumières et un peu sensibiliser les commerçants à l'extinction de ces enseignes. Et quand on veut aller plus loin, on utilise ce petit appareil, toujours mes petits accessoires, mes petits capteurs, mes petits trucs pour bidouiller. Alors, ça, c'est un Sky Quality Monitor. Ça existe pour de vrai? Il y a vraiment un appareil qui est dédié à ça? Complètement. Qui va mesurer, en fait, en magnitude par arc seconde carré, la luminosité, en fait, du fond de ciel. Exactement. Faire des maths et permettre d'avoir une échelle beaucoup plus fine sur laquelle on va pouvoir collectivement, avec ce type de capteur. Donc là, vous voyez, j'ai une petite fente ici, imprimée en 3D comme Gaillot, qui permet en fait de fixer cet appareil sur une vitre de voiture et puis de rouler la nuit sans lune et pouvoir mesurer comme ça, tout au long d'un trajet, la qualité du ciel. Alors moi, je collecte un peu ces informations-là, je les mets en ligne sur une carte collaborative qui s'appelle Light Pollution Map. C'est un peu comme les coins à champignons. Et sauf que là, on les partage. Et l'idée, c'est évidemment de vous faire profiter, de faire profiter aux personnes à côté de chez elles, de ces cieux, de ce ciel. Et donc, si vous avez l'occasion d'être à côté de ces communes, de ces villes de France où le ciel est clair, par une nuit sans lune, n'hésitez pas à profiter de ce spectacle qui est gratuit, levez les yeux et rêvez. Ouais, donc on se retrouve soit en Haute-Normandie, soit dans la Nièvre, visiblement, parce que c'est quand même l'endroit où on peut le mieux observer les étoiles. La Creuse aussi. La Creuse aussi, absolument. Tu mets des étoiles dans nos yeux. Tout à fait. Tu mets des étoiles dans nos yeux, Gaël, c'est formidable. C'est intéressant ce que nous dit Gaël, d'une part, parce qu'évidemment, on a envie de les retrouver, ces ciels étoilés, de pouvoir les observer, mais surtout parce que ça donne des idées à plein d'entrepreneurs et d'entrepreneuses, Claire. On peut notamment citer Sandra Ray de Glowy, qui illumine les villes grâce à des animaux marins. Sandra qui était notre invitée il y a quelques semaines à peine dans l'école du futur. Là aussi, ces innovateurs, ces innovatrices que vous allez rencontrer avec les pépites vertes, ils vont se servir de ces solutions à pouvoir craquer, si j'ose dire, à pouvoir hacker là aussi, pour créer des professions. Complètement. Alors, il faut savoir que dans la communauté et dans les parcours qu'on met en lumière, il n'y a pas que des entrepreneurs, parce que je suis très vigilante à mettre en lumière des salariés. Mais évidemment, on a aussi des innovateurs dans la communauté. Sur le sujet du numérique, je pense par exemple à Roman, qui a cofondé Control-S, qui est un studio de design et d'innovation pour un numérique responsable, donc qui va accompagner les groupes dans leurs innovations à réduire l'impact du numérique. Et puis si on revient sur les sujets territoriaux, agriculture, il y a aussi Louis qui a fondé Maya, qui est une start-up qui va accompagner la restauration collective à mieux préparer leur menu pour respecter la loi Egalim qui demande du bio et du local. Donc oui, l'innovation peut être vecteur de création de valeurs environnementales et aussi économiques. Et justement, cette création économique, cette création écologique, comment construire une conscience écologique, notamment par le jeu aussi. On y revient dans un instant, on continue à convertir nos chères têtes blondes en chères têtes vertes.
avec Claire Pétro, évidemment, pour les pépites vertes, toujours avec Maureen Couvreur pour Graines de Cosmos et le jeu Gaïo. Ces pépites vertes, on le disait il y a un instant, Claire, elles sont prêtes à éclore partout en France. Là aussi, montrer que c'est possible sur l'ensemble du territoire, c'est un des enjeux pour votre média. Oui, complètement. Bon, moi, il faut savoir que je viens de Segré, une petite ville dans le Maine-et-Loire, à 30 minutes d'Angers. Donc, avant d'arriver à Paris, je n'étais pas au courant que j'étais une provinciale. Et donc, ça fait quand même déjà 9 ans que je suis à Paris. Et ça a toujours été important pour moi de rentrer chez moi. J'ai fait beaucoup de stages à Angers, dans l'agriculture, à la ruche qui dit oui, dans l'économie circulaire, à Cocyclé, pour collecter les biodéchets et faire du compost. Et en fait, au fur et à mesure des collectes de témoignages que j'ai faits, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de jeunes actifs engagés dans les territoires. Évidemment, parce que le sujet de la transition écologique et énergétique, c'est un sujet de tous les territoires. D'autant plus, je pense, quand on est... je constate que côté Grand Ouest, on est proche de l'océan. Donc, je pense qu'on a d'autant plus la fibre nature, entre guillemets, et les besoins de protection de la biodiversité. Et j'ajouterais même qu'on est aussi vigilant pour mettre en lumière non seulement des gens de partout en France, mais aussi des gens de partout en Outre-mer. C'est super important de représenter la diversité des jeunes qui travaillent sur ces sujets-là et d'enlever ces biais cognitifs de jeunes diplômés qui sortent de Sciences Po Paris et qui pourraient avoir juste simplement le micro à tendre à toute sa promo, quoi. Oui, absolument. Et ce biais cognitif, c'est justement celui contre lequel tu te bats aussi, Gaëlle, avec les activités que tu mets en avant et les territoires, là aussi, d'outre-mer que tu mets en avant dans tes activités. Complètement. C'est vrai que la pollution lumineuse, pour un exemple concret là, ça a été longtemps, quand on regarde le ciel, vu de l'ISS par exemple, Thomas Pesquet nous a fait de superbes images, l'éclairage public a été toujours vu comme un vecteur de développement. C'est-à-dire qu'effectivement, les pays riches ont de quoi éclairer leur territoire. Et quand on regarde ces territoires ultramarins, on se rend compte qu'il y a des endroits où le ciel est noir, et tant mieux. Et quand on regarde la carte mondiale, pour le coup, on se rend compte que l'Afrique, l'Amérique latine, certains pays de la Polynésie n'ont pas en fait cette pollution. Et aujourd'hui, on pousse vers un tourisme. Et de nombreuses villes l'ont compris, avec l'Aïdzié notamment, que leur parc naturel, que leur territoire étaient devenus des territoires attractifs d'un point de vue touristique parce qu'ils n'avaient pas d'éclairage public et donc permettaient à des personnes de profiter d'un ciel nocturne qu'ils n'ont pas. Si on regarde la carte de l'Europe, les Pays-Bas, la Belgique n'ont malheureusement plus accès pratiquement à ce ciel nocturne sur tout le territoire. Même les autoroutes là-bas sont éclairées. Et ce biais que l'on avait de se dire, voilà, on est un pays développé, on a de l'éclairage, c'est une preuve de modernité, est en train de se retourner malheureusement contre nous, ce qui nous pousse de plus en plus à s'éloigner de nos villes pour pouvoir même avoir des activités scientifiques et observer le ciel correctement. Oui, donc la modernité et le développement économique n'est pas forcément toujours compatible avec le développement écologique et environnemental, si je t'entends bien. Tout à fait, on peut avoir des conflits, et là on est vraiment dans ce conflit-là sur la pollution lumineuse, puisque les études récentes montrent que même sur notre santé, notre propre santé, sur notre rythme, la nuit c'est fait pour dormir. Voilà. Et donc ça n'est pas moderne d'avoir de la lumière tout le temps, ça doit devenir une valeur aujourd'hui cardinale, que l'on puisse se reposer, que l'on puisse avoir plus de lumière et qu'on puisse respecter évidemment les lois qui ont été votées là-dessus récemment. Et ça c'est intéressant parce que ça nous rappelle que transition écologique, environnementale, ça rime aussi avec transition économique et c'est tout le pari des pépites vertes, Claire. Oui, complètement. Je pense qu'il faut faire attention à la dichotomie transition écologique égale bénévolat, pas de financement. Et dès qu'on commence à faire de l'argent, oulala, grand méchant loup, greenwashing, etc. Tout simplement parce que le projet économique de nos sociétés doit absolument implémenter les problématiques environnementales et sociales et que tout est lié. Donc c'est en ça que, comme je le disais depuis le début, on va mettre aussi bien en lumière des boulangers que des grands groupes ou des cabinets de conseil ou des associations pour montrer la transversalité et l'urgence d'adresser de manière financée aussi ces sujets-là, parce qu'on va avoir besoin de financement pour relever le défi climat, énergie et environnemental. Et là aussi, Maureen, c'est important de donner ces clés de compréhension, de lecture aux enfants, aux collégiens auxquels vous adressez votre jeu, Gaïo. Se forger cette conscience écologique et économique, se dire que l'univers des possibles est ouvert, ça démarre
dès l'école? Alors, oui, maintenant, on s'adresse à des enfants au niveau du primaire et je dirais que c'est plutôt l'inverse. Ouais. C'est-à-dire que les enfants, naturellement, ils ont une conscience écologique. C'est-à-dire qu'un enfant, spontanément, il va aller regarder, découvrir l'environnement, son environnement, et toucher les insectes, hein, même les pas beaux. Et voilà, ils vont pouvoir... ils appréhendent le monde et c'est les adultes. Ils vont le protéger aussi, parce qu'ils vont le comprendre, parce qu'on ne protège que ce que l'on connaît, que ce que l'on comprend. C'est un des principes de base en écologie. Il faut justement parler, faire et apprendre et faire comprendre et connaître aux gens les choses pour qu'ils en portent intérêt et qu'ils les comprennent et qu'ils les protègent. Et les enfants, naturellement, vont vers ce sens-là. Et donc, je pense que c'est plutôt... maintenir cette conscience écologique et que les adultes aussi leur donnent les bons outils pour ne pas finalement avoir peur de leur environnement, de rester curieux, on parlait de curiosité tout à l'heure, et rester dans le côté tactile, de toucher, et de rester ouvert au monde. Vraiment une ouverture d'esprit et une tolérance, c'est ça qui permet de... Et c'est vrai que... Alors, Gaïo n'est pas pensé vraiment pour... donner une conscience écologique, mais vraiment vers cette ouverture sur le monde, cette connaissance globale, le fait que finalement on apprend à l'école des continents. Ouais. On dit il y a l'Europe, il y a l'Asie. Bah oui, mais le continent, la définition, vous savez que c'est des terres qui sont seules dans lesquelles on ne peut pas aller à pied de l'une à l'autre. Sauf que Europe, Asie, moi je pense qu'il y a quand même pas mal de passages. Et donc il y en avait à une époque. On va essayer de leur montrer que finalement les frontières que l'homme se met, ce ne sont pas les frontières du naturel et qu'il faut réussir à avoir une ouverture beaucoup plus importante. Et cette tolérance, je pense que c'est la clé d'aller vers cette conscience écologique ou sociétale pour la suite. Et pour maintenir justement cette conscience écologique, vous mariez, si j'ose dire, plusieurs matières que les enfants peuvent réviser. On a parlé d'histoire, de géographie, de préhistoire, de dérive des continents notamment. Est-ce qu'on peut se dire que Gaïo peut faire partie d'une éducation à 360 degrés? On se sert de chaque matière pour justement construire cette conscience, cette histoire et l'idée de se dire que l'environnement, à tout âge de la vie, ça s'apprend. Alors oui, là chaque matière est interdépendante l'une de l'autre. Donc on ne va pas faire un cloisonnement entre les matières. Dès qu'on peut aborder un autre sujet qui est vraiment lié l'une à l'autre, on va l'aborder. Donc on va pouvoir... C'est sûr que l'histoire et la géo, ce sont deux matières très liées. Mais par exemple, quand on parle de continents, dans Gaïo, on va aussi parler des continents de plastique. Pour moi, c'était pas possible de ne pas aborder ce sujet, parce qu'on en a quand même 5, et que chaque enfant qui... Alors, on fait ça succinctement, mais on l'aborde quand même. Chaque enfant et adulte doit savoir que sur Terre, on a aussi 5 continents de plastique, dont le plus grand se trouve dans l'océan du Pacifique. Et là, on va aussi on va leur permettre d'apprendre à apprendre. On va leur donner des références. Donc, lorsqu'on parle de la surface du continent de plastique du Pacifique, on va mettre 3 France pour leur dire qu'il fait la taille de 3 fois la France, la taille de 3 fois la France. Donc ça leur permet, pour que ce soit très visuel, on est vraiment sur quelque chose à la fois tactile, visuel et sonore. Ça leur permet vraiment d'avoir... On va jouer sur ces 3 sens-là pour que chaque enfant se retrouve, puisse avoir... des repères et suivant la sensibilité de chaque enfant. Il y en a qui sont plus auditifs, d'autres plus visuels et d'autres beaucoup plus tactiles. On mixe les sens et on mixe les matières donc avec Gaïo. Là aussi, on va mixer les secteurs avec les pépites vertes puisqu'on fait à la fois appel à ce qu'on appelle l'agritech, la greentech, la foodtech, donc ce sont à la fois les technologies qui vont s'emparer des secteurs de l'agriculture, de l'environnement ou encore de l'alimentation. C'est autant de territoires cette fois-ci à explorer en matière de secteurs.
Complètement. Pour sortir un tout petit peu du sujet tech en termes d'industrie adressée, moi je discute aussi bien avec des grands acteurs du béton et de la construction qu'avec des grands acteurs de l'agroalimentaire. Vraiment, c'est important de montrer encore une fois que c'est tous les secteurs qui sont concernés. Après, sur le sujet tech, c'est comment est-ce que l'innovation, le digital, le numérique peuvent être utilisés comme un moyen d'accélération de la transition sociétale, environnementale, et non comme une fin. Et comment est-ce que l'ensemble du secteur tech se rend compte de la responsabilité qu'il a aujourd'hui en termes d'impact environnemental, puisque le numérique, c'est un fait, pollue, dans son usage, surtout dans sa production, dans la manière dont on crée les innovations aujourd'hui, et surtout l'impact du numérique est souvent déplacé dans les pays qui sont les pays dans lesquels on construit les innovations et ensuite on importe. Donc je pense que c'est surtout une espèce de prise de conscience générale de chacune de ces hack tech, quelle que soit la tech, d'assumer la responsabilité et ensuite de tout mettre en œuvre avec les acteurs de l'industrie de manière commune pour se dire, bon bah voilà, aujourd'hui on pollue comme ça, demain pour autant l'intelligence artificielle pourrait permettre de réduire le gaspillage alimentaire, etc. Donc qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on se prend un peu en main pour accélérer au plus vite la transformation? On ouvre la boîte des solutions, vous le voyez, avec les pépites vertes, avec Graines de Cosmos et Gaïo, et on essaie de comprendre comment on peut se forger cette conscience écologique, comment est-ce qu'on transforme cette transition, là aussi, en solution et en profession. D'ailleurs, ce qui est intéressant là aussi, c'est que pour Gaïo et pour Graines de Cosmos, alors je le disais tout à l'heure, vous avez reçu le prix de l'innovation 2020 du magazine Science et Vie, mais surtout, vous vous dites que c'est un outil déjà dans l'usage qui permet à l'enfant de réfléchir. C'est-à-dire que Gaïo, le petit personnage est imprimé en 3D. Ça veut dire qu'on utilise le moins possible de matière supplémentaire, de matière là pour le coup plastique supplémentaire pour pouvoir jouer à Gaïo. Oui, alors nous on a vraiment, bon moi je suis en tant qu'écologue, j'avais vraiment... ça me tenait vraiment à cœur de faire en sorte que l'entreprise telle qu'elle se développait, elle se développe avec vraiment de façon éco-responsable. Donc on a choisi d'utiliser l'impression 3D qui nous permet justement de réduire les coûts matières et puis de ne pas produire en plus grande quantité que ce dont on a besoin. Et puis de faire ça en France aussi. Donc comme je dis aux enfants, ben, c'est eux qui font le tour de leur planète et pas la figurine. Voilà. Et on a choisi ça. On travaille avec des outils, du papier, soit ce sont des matières qui sont recyclées, soit recyclables, et même compostables. Et donc, c'est vrai que c'était vraiment quelque chose qui nous tenait à cœur. L'éco-conscience dès l'usage, on le voit, là aussi, c'est important. Dernière question pour tous les trois sur ce plateau. D'abord, si on avait, une inspiration à retenir, quelle est dans vos découvertes, Claire, avec ces pépites vertes, la pépite qui vous a le plus étonné? J'ai adoré le parcours de Théophile. Il a 21 ans, il est animateur à la Ligue pour la protection des oiseaux, la LPO à Angers. Et lui, il était parti pour devenir ferronnier d'art, il était compagnon. Et à un moment, il s'est rendu compte que sa passion, il était bénévole depuis ses 8 ans, je pense à la LPO, pour la protection de la faune et de la flore sauvage angevine. Cette passion-là, en fait, il avait envie d'en faire son métier. Et il s'est réorienté. Et il a fait une alternance au fur et à mesure, il est allé toquer à la porte de son asso préféré, il s'est fait embaucher. Et ce que j'aime bien dans le parcours de Théophile, c'est de montrer la non-linéarité de nos pépites vertes. Peut-être elles ont déjà 25 ans et déjà trouvé leur voie. Il faut savoir que chacune d'entre elles s'est posé 1001 questions, que c'était difficile. Et c'est OK. Et en général, j'essaie vraiment de faire de la pédagogie sur ça auprès des jeunes parce qu'ils disent « Oh là là, mais cet annuaire de jeunes qui savent déjà ce qu'ils font, mais moi, ça m'angoisse. » Et je leur dis « Non, lis bien entre les lignes. C'était la galère pour tout le monde. Et c'est OK, c'est normal, c'est le chemin. » Donc voilà, ce serait ça mon inspiration. Rien n'est linéaire. Le plus important, c'est de bien s'entourer et d'être curieux vis-à-vis des profils et des parcours qui nous intéressent. Se chercher soi-même, transitionner dans ses envies professionnelles, c'est donc OK. Côté Gaïo, est-ce qu'on peut utiliser le jeu dans un parcours pédagogique à l'école? Est-ce que vous avez déjà pris contact, par exemple, avec des enseignants, des enseignantes qui voudraient utiliser Gaïo dans leurs cours?
Alors oui, tout à fait. Maintenant, on a même eu l'occasion de présenter le Gaio dans une classe, dans plusieurs classes. Et c'est vrai que c'est un support d'enseignement qui plaît beaucoup, qui n'est pas que numérique. On a vraiment une discussion autour de Gaio. Donc ça crée l'échange. Et les enfants, alors là, c'est les étoiles dans les yeux. Ils veulent tous... je suis enseignante, j'ai eu 300 élèves en amphi. Là, il y avait que 28 élèves, mais ils avaient tous le doigt levé. Même quand je posais pas de questions, ils voulaient participer parce qu'il y a ce côté très attractif du numérique et puis le côté magique de la réalité augmentée et là-dessus des sons qui sont des petites anecdotes, des sons qui sont un peu humoristiques. Donc ça crée vraiment une ambiance. J'ai cherché vraiment à faire un contenu pédagogique qui soit très bienveillant et c'est vrai que dans l'ambiance d'une classe, ça fonctionne très bien parce que justement ça crée un lien et une continuité, mais on parle d'autres choses tout autour. Donc voilà. Que ce soit par le jeu, que ce soit par l'attrait des professions, Gaëlle, on se dit à la fin de cette discussion qu'on peut réduire l'éco-anxiété en montrant qu'il y a des solutions, l'univers des possibles est ouvert. Et complètement, en fait, j'aime beaucoup cette phrase d'Hubert Reeves qui définit l'astronomie comme la mère de toutes les sciences et qui répond à la question d'où on vient. Et l'écologie, c'est un peu l'inverse, c'est où on va, quel est le futur possible et souhaitable en fait pour nos enfants, pour nous aussi hein, évidemment encore plus en termes de responsabilité pour nos enfants. Et en fait, c'est ce lien entre les matières, entre les profils, les rôles modèles, c'est un merveilleux moteur, comme je le répète encore, hein, de rêve, de projection pour ces enfants-là, qui puissent, dans leurs imaginaires, imaginer des métiers, se voir aussi dans des situations professionnelles agréables, nous voir heureux au travail. C'est aussi important de transmettre en fait notre bonheur, notre passion, notre envie en fait de leur transmettre et de faire correctement ce métier, en tout cas avec le plus de précautions par rapport à l'environnement, par rapport à la consommation d'énergie possible. Oubliez l'éco-anxiété, maintenant on va parler d'éco-bonheur. Merci infiniment à Gaëlle pour ces étoiles que tu nous mets dans les yeux et dans la tête à chaque chronique. Merci infiniment à vous Maureen Couvreur pour Gaio et Graines de Cosmos qu'on retrouve évidemment sur le site de Graines de Cosmos si on souhaite l'acquérir. Merci à Claire Pétro et les pépites vertes, des pépites qu'on retrouve à la fois sur Instagram et sur YouTube à l'adresse lespépitesvertes.fr. Tout simplement, merci à tous les trois. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve sur tous les réseaux sociaux avec le hashtag l'école du futur et on se dit à très vite en plateau.